ton micro, Joachim, c'est bon? Voilà. Qu'est-ce que je dois faire ensuite? Voilà. Ouais. On a voulu éviter avec mon collègue Sonforger de produire la énième dissertation sur les mers et les océans et de concentrer notre regard sur l'idée du défi. Alors pourquoi le premier défi, ce fut de faire le rapport. Nous avons changé d'administrateur en cours de route et leur dévouement était bien sûr total, mais successif. Mon collègue Sonforger a changé de commission et je dois bien avouer que mon propre emploi du temps n'a pas non plus facilité les choses pour la conduite de cette opération. Mais pour finir, on y est arrivé et on l'a présenté sous l'angle des défis parce que notre intention était de souligner la responsabilité de la France. Quand on dit qu'on est le deuxième domaine maritime du monde, pour ma part, j'estime avoir assez contribué politiquement à le faire comprendre, eh bien, ça veut dire que nous sommes riverains de tout le reste. Et le reste est considérable. La surface des océans, on l'a dit tout à l'heure, c'est 71% de la surface totale de la planète. Et le premier défi, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous a permis d'établir nos zones exclusives, économiques exclusives, et d'augmenter le territoire national de 10% de sa surface, sans qu'un seul coup de fusil soit tiré, ce qui est une première dans l'histoire de France. Mais nous sommes riverains du reste, c'est-à-dire de quelque chose que personne ne connaît. La surface de la planète est moins connue que la surface de la Lune ou la surface de Mars, parce que 95% de cette surface ne donne lieu à aucune cartographie particulière, ni à aucune connaissance, ni de sa forme en relief, ni de son contenu en biodiversité. Tant et si bien que si aujourd'hui on discerne 25 000 espèces différentes à l'intérieur des mers, on évalue à plusieurs millions les espèces différentes qui seraient présentes dans le fond de la mer. Le défi de la connaissance, évidemment, embraye ensuite sur les défis géopolitiques, c'est l'angle transversal sous lequel je prends ma petite présentation à cet instant, en souscrivant évidemment à ce qu'a dit avant moi Joachim Sonforger, parce que cela correspond à des convictions communes et à une analyse commune. Ces défis géopolitiques, il faut les placer dans le moment anthropologique et civilisationnel. Nous sommes à l'âge des nouvelles frontières et nous ne le savons pas. La frontière de l'espace a été vaincue pour la première fois par Yuri Gagarin, et puis ensuite on a déclaré que c'était un espace res nullus, et que ma foi, il ne devait être ni militarisé ni approprié. Il y a 3 ans, les États-Unis d'Amérique ont voté des lois qui permettent de s'approprier ce que l'on trouve sur les planètes et les astéroïdes. Et l'État du Luxembourg a déclaré qu'on pouvait déposer des sociétés de conquête spatiale au Luxembourg. Et il y a eu des gens pour le faire, les Japonais. Donc il y a là une frontière qui est en train d'être repoussée par les premiers occupants. Il en va de même des mers, car les grands fonds sont d'ores et déjà un enjeu. Et nous sommes, nous, les Français, les voisins, tout simplement, de la plus grande surface de grands fonds sur la planète. Donc nous avons des choses à y dire. Quand j'ai dit nous sommes à l'âge des nouvelles frontières, pourquoi? Parce que toutes les législations sont extrêmement récentes. Par exemple, la décision de former un cadre juridique contraignant pour les grands fonds, quand même, du coup on se dit, ah bon, il n'y en avait pas? Ben non, il n'y en avait pas. Il y avait en tout et pour tout une agence de l'ONU sur le droit de la mer, suivie d'une association internationale pour les fonds marins, qui a été autorisée à donner des autorisations pour prospecter dans les grands fonds. Alors depuis, cette association a donné 29 permissions de prospecter dans les grands fonds, et ce dont il est question, ce sont de richesses fabuleuses. 30% des réserves d'hydrocarbures du monde se trouvent dans les grands fonds. Il s'y trouve des concentrations de métaux rares, précieux, des concentrations dans des sédiments, dans des proportions qu'on ne trouve pas sur la terre immergée. On a là des réserves en terres rares, en cobalt et combien d'autres matériaux qui sont nécessaires, qui se trouvent là et qui n'a même pas besoin d'aller fouiller dans la terre, on les ramasse dessus. Quoique, on aille aussi chercher dans le fond. Il y a la première mine sous-marine a été ouverte au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ce ne sera sans doute pas la dernière. En attendant, il y a donc 29 autorisations qui ont été données. Mais la décision de créer un cadre juridique contraignant, c'est-à-dire obligeant toutes les nations à le respecter, elle date du 24 décembre 2017. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans. Et naturellement, ce cadre n'existe pas. La France a donc un rôle particulier à jouer, et pour exercer d'abord sa souveraineté sur son territoire. Ce sont les mesures de protection et de rôle de la marine nationale
dans cette protection de nos zones. Il faut savoir que nous n'avons jamais été aussi faibles que nous le sommes aujourd'hui en moyens matériels pour nous protéger, pour surveiller, etc., que nous le sommes actuellement. Deuxièmement, sur toute cette partie des grands fonds. Alors, sans m'étendre davantage, parce que je crois que tout le monde aura compris l'idée, il y a un enjeu de souveraineté, il y a un enjeu d'expansion, il y a un enjeu de présence de la France, et évidemment avec un message que pour ma part, je crois nécessaire de formuler dans les termes les plus exigeants, parce qu'ensuite on peut discuter. Mais si on commence par commencer à dire que, ma foi, tout est possible et que, après tout, pourquoi pas continuer le productivisme et l'extractivisme qui nous a si bien réussi à la surface, continuons dans les fonds, il est certain qu'on saccagera tout. Si on commence par une position ferme sur le sujet, à savoir un moratoire sur toutes les prospections, les forages en eau profonde, alors on peut peut-être discuter d'exception. Mais si on commence par dire que c'est possible, on connaît le résultat d'avance, tout sera détruit. Alors après, ça nous amène à des cas plus particuliers. Le cas de la Méditerranée, puisque pour la France, c'est tout à fait décisif, ainsi que pour les 4 pays riverains du petit bassin, on pourrait l'étendre au reste du bassin, en effet. Pourquoi ? La mer Méditerranée se renouvelle, mais 100 ans à se renouveler. C'est un espace extrêmement fragile, dont l'entrée sur l'océan universel fait 13 km de large, c'est le détroit de Gibraltar. Déjà, il y a eu des accidents qui sont très difficilement maîtrisés. La mer Méditerranée n'est pas un lac, il y a des grands fonds, et les grands fonds posent problème. L'exploitation des réserves d'hydrocarbures qui se dessinent sont quasiment toutes situées dans des zones de conflit politique, entre Israël-Palestine, Israël-Égypte, Égypte, etc., Turquie et Grèce. Pratiquement toutes sont dans des zones de conflit politique. Dès lors, tout travail qui est engagé soulève une difficulté politique et confronte des gens qui n'ont pas l'habitude de se contenter de parler, quoi. Et il leur arrive de recourir aux méthodes fortes. En particulier, à Chypre, on sait très bien que les Turcs ont fini par envoyer des navires de guerre pour faire cesser les travaux d'exploration que, légitimement, les Chypriotes grecs pensaient pouvoir faire dans cette zone. C'est dire que je ne suis pas là en train d'agiter des fantasmes, mais de parler de réalités auxquelles nous sommes directement confrontés. Alors ça, c'est l'aspect géopolitique. Il y a l'aspect ensuite purement technique et scientifique. Si vous faites un forage en eau profonde, c'est-à-dire au-delà des 200 ou 300 mètres, la lumière ne pénètre plus, mais là, nous parlons de fonds qui sont à 1500, 2000, 3000 et plus. Hein. Que faites-vous quand il y a un accident ? Alors, ça nous amène à évoquer des considérations différentes, légèrement différentes, entre mon collègue Sonforger et moi. Joachim, qui est un optimiste, dit que, bon, ma foi, les catastrophes qui ont déjà eu lieu ont alarmé les compagnies pétrolières et que, du coup, on peut penser qu'elles seront plus précautionneuses. Tandis que mon point de vue est, comme vous l'imaginez, beaucoup plus radical. J'ai aucune confiance en eux et je considère qu'ils sont toujours prêts à tout saccager du moment qu'ils en tirent un profit. Mais au-delà de cette petite nuance, il y a le reste. Qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est en mer Méditerranée, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on ne fait rien. Parce que les seuls qui disposent du moyen de faire quelque chose, ce sont les Français. Nous disposons d'un sous-marin, le Nautile, qui descend à 6000 mètres sous l'eau et qui peut commander un petit robot. Clairement, on sait faire des trous, on sait beaucoup plus mal les reboucher quand quelque chose a disjoncté. Il est donc essentiel que la France non seulement conserve, mais étende sa capacité aux interventions dans les grands fonds. En Europe, nous sommes les seuls. Il n'y a que nous qui avons un sous-marin qui descend à cette profondeur, un sous-marin habité, pas un robot, et qui, depuis ce sous-marin, peut commander un robot. Le développement de cette filière est donc tout à fait décisif, non seulement pour la protection de l'espace méditerranéen, mais aussi pour l'aide qu'on pourrait apporter à d'autres et les commandes qui éventuellement pourraient nous être passées dans ce domaine. Par exemple, les Espagnols nous ont demandé de le faire. Oh là là, les Espagnols nous ont demandé de le faire quand ils ont eu un accident au large de leur côte, parce qu'il y avait que nous qui étions en état. Ça m'amène donc à dire que, comme nous avons une grande tradition dans ce domaine, le véhicule mis au point par le commandant Cousteau est encore visible et visitable à Marseille. Donc tout le monde peut aller se rendre compte de la capacité des Français à imaginer, avant toute intervention de type électronique, le savoir-faire que nous avons accumulé dans ce domaine depuis cette époque. J'en reste là pour la question des grands fonds, sinon pour vous dire que si on avance, nous Français, on a la capacité de devenir producteur de droit au sens juridique du terme, à échelle mondiale. Et que nous sommes intéressés
parce que nous sommes une nation puissante, mais pas assez puissante pour imposer nos vues à tout le monde. Nous sommes intéressés à ce que ces débats aient lieu, et notamment pour la mer, mais aussi pour l'espace. Et puis c'est un moment nouveau de l'histoire de l'humanité où il s'agit de produire du droit dans un endroit où il n'y en a pas, les grands fonds. Donc ça nous intéresse très directement, à nous qui sommes attachés au droit, et au droit international et aux instances qui les garantissent. J'ai un point encore. Ah non, j'en avais deux, mais tant pis, j'en supprimerai un. Je viens toujours sur les questions de souveraineté, c'est le câble. Les câbles sous la mer représentent le 97% du transfert des informations par Internet et ainsi de suite. Nous avons une idée de ce qui se passe quand un câble rompt. Personnellement, j'ai eu une idée de ce qui se passait quand j'ai fait mon hologramme, puisque le câble s'est rompu en Égypte et que nous sommes passés par les satellites pour joindre la Réunion. Et l'Égypte a été privée pendant 12 jours de l'accès à plus de la moitié de son réseau. Pardon? Pas à cause de moi, mon cher. Je ne sais pas. Un requin, peut-être, tu seras plus directement concerné. Ou quelque chose comme ça. Plus les bateaux qui passent, qui arrachent tout, enfin bon. Mais en tout cas, ça m'a amusé à l'époque de réaliser qu'on était passé par un câble, que j'étais passé dans le câble, tu as raison. Le câble, donc, ça représente, compte tenu de l'interconnexion qui devient, en quelque sorte, un fondamental de toute production et de toute organisation sociale. Cette interconnexion, maintenant qui arrive aux extrêmes que vous connaissez, des objets eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire, oui, bon, ben, c'est un bout de fil qu'on met dans... Non, c'est quelque chose de considérable. Nous sommes en train de faire un câble qui nous joindrait à Singapour, il y a 20 000 kilomètres. Hein, il faut se rendre compte de la prouesse technique que représente l'installation de tels instruments. C'est aussi un moyen, comment dire, de prélever des informations pour ceux qui sont malveillants, et il y en a quand même sur cette planète des puissances malveillantes, ou très curieuses. C'est le cas des États-Unis d'Amérique qui n'ont jamais oublié de s'intéresser à chacun de ces câbles, ou de la Russie, et vice-versa, les uns surveillant les autres, et ainsi de suite. Donc c'est un enjeu de puissance et de contrôle. Les Français ont la capacité de poser des câbles. Nous sommes même parmi les rares nations qui sont capables de le faire. C'est une société française qui possédait l'essentiel de la capacité de pose dans le monde. C'est la société qui appartenait à Alcatel. Et cette société a été vendue en même temps que le reste à Nokia. Et puis il y avait une option de la France pour que cette société, nous étions un certain nombre à nous alarmer du fait qu'elle change demain, il semble que l'État soit en train de renoncer à l'idée de la possession française de cette société. Mais ce n'est pas certain. Je dis tout ça sans polémique, parce que nous avons la chance d'être dans un domaine où on n'a pas eu le temps encore de figer les positions politiques. Et donc, nous avons le temps de dialoguer avant d'affirmer nos positions et de savoir par quel angle on attrape les choses pour le bien du pays. Il me semble que notre recommandation, c'est que la France doit garder la possibilité de poser quand elle veut, où elle veut, comme elle veut, des câbles. Je vous en donne un exemple. Orange pose un câble qui relie à la Guyane. Le câble qui va à la Guyane, il n'est pas seulement destiné aux smartphones de nos compatriotes. Il est également destiné à alimenter la base spatiale de Kourou, qui est en compétition directe avec les tirs d'engins nord-américains et autres, mais surtout nord-américains. Il est clair que le câble qui passe par les États-Unis d'Amérique, sans faire de mauvais procès, ni n'aller douter un seul instant de la pureté des intentions de nos amis américains, néanmoins, on trouve que ce serait plus prudent que ça ne passe pas par chez eux, ni par les endroits où ils sont en état de regarder ce que nous sommes en train de faire, ou de passer par le câble des choses qui pourraient nous nuire. Je plaisante à peine, parce que je vous rappelle que dans les premiers essais d'Ariane 5, nous avons eu un problème, avant qu'on découvre qu'il y avait des chiffons dans un moteur. Bon, à l'époque, on utilisait des méthodes rudimentaires. Il est clair qu'aujourd'hui, d'autres méthodes sont utilisées. Donc, il nous faut être indépendants. Le câble peut être posé à partir des territoires français des Caraïbes. Pour ça, il faut qu'on soit en état de décider de le faire et de financer. Là encore, il n'est pas certain que l'État veuille vraiment le faire. Et il semble que les arguments d'autres poseurs de câbles comme Orange ont été mieux entendus ces temps-ci. Bref, recommandation, garder notre indépendance, c'est-à-dire garder la société capable de le faire. Je vous demande de bien réfléchir à la proportion, mes collègues. 47% du marché mondial tenu par une société qui était française et dont nous faisons cadeau, si j'ose dire, comme ça, sans raison. Dernier point, ça sera le dernier vraiment, c'est les routes maritimes. Je ne ferai que le mentionner, mais je voudrais mentionner un fait matériel.
Le dégel du pôle Nord ouvre des routes nouvelles, tout le monde sait ça. Dès lors, elle aiguise des appétits incroyables. Nous ne sommes pas représentés au pôle Nord, quoique nous soyons nation polaire, puisque nous avons une longue... Hein? Nous sommes observateurs uniquement. Oui, oui, observateurs. Voilà, bon, on est là, quoi. Hein, bon, mais on a intérêt à être là. Et on a intérêt à être de plus en plus là, parce que les routes sont en train de s'ouvrir. Je ne parle pas seulement de ce que les disputes qu'on a... Oui, c'est exact. C'est exact. Non, mais nos collègues font remarquer qu'on a une ambassadrice. Bon. Alors, donc, c'est un des moments, un des enjeux géopolitiques de la planète. Parce qu'il y a dispute entre Russes, Danois, Nord-Américains, mais essentiellement Russes et Nord-Américains sur la possession, la délimitation. Donc, il ne faut pas croire que ça va se passer tranquillement. Ça va donc être un peu agité. Ça, c'est le premier élément pour la paix du monde. Parce que quand vous voyez où c'est situé, c'est connexe d'autres zones de conflit dans le nord de l'Europe. Mais le point qui a retenu mon attention et sur lequel je voudrais retenir celle des collègues qui sont élus des grands ports français, c'est que le passage par les routes du pôle Nord change une donnée de base. Aujourd'hui, on allonge les bateaux. On a vu au Havre des bateaux de 398 mètres de long et 16 mètres de tirant d'eau. On connaît un paquebot qui a 12 mètres de tirant d'eau et 280 mètres de long, c'est-à-dire des îles flottantes de la taille que vous voyez. Pour l'instant, donc, on travaille dans les longueurs. Les ports sont équipés pour accueillir des longueurs. Le changement des routes par le nord va modifier les largeurs et donc permettre des bateaux de plus en plus larges parce qu'elles pourront passer par le nord plutôt que par les canaux par lesquels ils passent aujourd'hui et qui conditionnent l'accès d'un océan à l'autre, c'est-à-dire le canal de Suez et le canal de Panama. Le canal de Panama est déjà en train d'essayer d'élargir ses emprises, mais ça va tout changer. Donc, au lieu d'avoir des bateaux dont les tailles seront limitées en largeur, vous allez les avoir beaucoup plus larges. Et donc, les conditions d'accueil ne sont plus les mêmes. Et la géographie des ports stratégiques pourrait changer. Donc, si les Français avaient l'habileté d'y penser, après avoir protesté de toutes les façons possibles contre cet élargissement, ils s'en accommoderaient. Et ils tâcheraient de se donner une avance dans ce domaine pour une capacité à accueillir non seulement des bateaux plus longs, mais des bateaux plus larges. Et ça modifierait sans doute la géographie des ports de l'Europe. Je pense au port du Havre, qui est certainement l'un des mieux situés et des plus avantageux pour les Français, parce que c'est celui que nous pourrions relier le plus rapidement et le plus directement à la capitale, et de là au reste du pays, en évitant le contournement qui ferait de Rotterdam le port de Paris, comme vous le savez, puisque c'est le projet chose là qui est en route. Voilà, pardon, j'ai été un peu long, j'ai dépassé mon temps, mais j'aurais, comme mon ami Sonforger, beaucoup de choses. Je veux exprimer ma gratitude aux administrateurs et à Joachim Sonforger, qui ont été des pilotes remarquables dans cette affaire. Merci vraiment pour la passion qui vous anime.